Ah, vous m'entendez bien là? Parfait. Bon, je vais vous faire un petit détail de mon histoire, avant d'avoir les diapos. Donc, je suis né le 22 juillet 1940 à la maternité de Vogelöv dans le 14e arrondissement. Et j'y suis resté jusqu'à 5 mois avec ma mère, mon père et ma mère ne formant pas un vrai couple officiel. Donc, le 6 décembre, et comme mes parents ne vivaient pas vraiment ensemble, ma mère se retrouvant toute seule, et que sa sœur avait déjà confié, qui était sa sœur plus âgée, avait déjà confié ses enfants à l'assistance publique pour les protéger, parce qu'il faut reconnaître une chose, l'assistance publique a protégé énormément d'enfants, et les nazis n'y ont jamais été. Je ne sais pas. Ils n'ont jamais ouvert cette assistance, donc toutes les personnes qui ont été admises à l'assistance publique ont été entièrement protégées. Bon. Donc le 6 décembre, j'ai été admis à l'assistance publique dans les services des enfants abandonnés. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y avait pas d'autre raison. Et dans ce temps-là, mes parents ont été déportés en 1942. Et ils ne sont pas revenus. Ce qui fait qu'en définitive, comme j'ai été confié à 5 mois à l'assistance publique, eh bien, je n'ai jamais connu mes parents. Alors, en plus de cela, on pourrait dire sans se tromper que ma vie a débuté par une erreur, ni plus ni moins entre deux adverbes, provisoirement ou définitivement. Et ma mère, ne sachant pas très bien la langue française, elle m'a confié définitivement à l'assistance publique. Et en fait, l'erreur de ma mère, ne sachant pas la langue française, m'a confié aux enfants abandonnés par méprise. Ce qui m'a sauvé la vie, de toute façon. Alors, la vie a passé, pendant des années et des années. Je suis marié, j'ai eu de beaux enfants, 2 beaux enfants, une très jolie femme. Et au moment de ma retraite, j'ai décidé d'écrire mon histoire. J'ai envoyé une demande à l'assistance publique pour avoir mon dossier. Et chose extraordinaire, j'ai reçu une très grosse enveloppe contenant tout mon dossier. Et j'ai rencontré la personne qui me l'avait envoyé il n'y a pas très très longtemps, on a mangé au restaurant ensemble, qui a pris l'initiative de m'envoyer le dossier, sans demander à ses chefs ni rien du tout. Carrément. Comme quoi il y a des gens qui sont toujours très très bien dans la vie. Et au-delà de ma demande initiale, elle m'a envoyé également le dossier intégral de l'assistance publique. Ce qui fait que j'ai pu réécrire toute mon histoire. Donc déjà, au départ, j'ai reçu cette lettre, j'avais déjà 61 ans, j'ai refermé, et c'est quelques temps, beaucoup plus tard, que j'ai commencé à retravailler mon histoire personnelle. Donc je me suis engagé dans une association juive laïque, ce qu'on appelle le Nebrit, et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à me poser des questions sur mon identité juive. Ça y est, il est là? Oui. Ah ben voilà, donc voilà. Et donc, parfait. Donc ça c'est la première image. Alors, voilà. Alors là, vous voyez, là, vous voyez, comment dirais-je, ma mère à droite, avec une personne âgée, on suppose que c'est un membre de la famille, elle se trouve en Pologne, et vous voyez la manière dont elle est habillée, donc il y a vraiment un grand dénudement, bon, presque miséreux. Bien. Alors là, le numéro 2, oui, c'est ça. Voilà. Voilà ma mère, à l'époque où elle a connu mon père. Alors, allez-y passer, le 3.
Et là, au recto de la photo, elle a fait, c'est un mot qu'elle adresse à mon père. C'est le numéro. Voilà, elle écrit un poème adressé à mon père. Et le CERSU qui a fait tout mon dossier m'a retraduit comment dire, le poème en entier, en français. Alors après, on passe. Bon, bah là, cette photo, elle est connue du monde entier. C'était Hitler, là, on peut la passer. Et là, vous avez mon oncle et ma tante qui, après la guerre, eh bien, ont cherché à me récupérer. Là, vous les voyez avec les toiles juives. Et c'est eux qui m'ont récupéré en 1947. Alors, non, revenez en arrière. Là. Alors, après, voilà. Ah non, l'autre. Alors après, bon, ça va rien. Bon. Bon, tout ça, c'est... parce que là, j'ai passé. Bon, alors, mes parents sont venus ensemble. Alors, mes parents, sont venus ensemble à l'assistance publique pour essayer de le récupérer. Mais vous savez que l'assistance publique protège les enfants qui lui ont été confiés. Et comme pour récupérer ces enfants, il faut avoir un travail et un logement. Et si vous n'avez pas de travail correct ou un logement correct, eh bien l'assistance publique, son problème, c'est de protéger l'enfant quoi qu'il arrive. Et donc, la mère n'a pas pu me récupérer puisqu'elle vivait seule et elle n'avait que des travails épisodiques. Donc, elle n'a pas pu prouver qu'elle avait la capacité de pouvoir me récupérer. Et donc, je suis resté à l'assistance publique, ce qui m'a sauvé la vie, entre parenthèses. Alors, après, on passe. Et là, vous avez, sur la flèche, vous avez mon père au camp de Pithiviers. Voilà, c'est la photo des alternés. Mon père est marqué par une flèche. Là, c'est un peu petit, on ne voit pas très bien. Alors, j'ai retrouvé cette photo qu'on m'a envoyée. Vous avez la lettre, recto verso, où était intégrée la photo. Je ne me souviens plus qui me l'a envoyée, je crois que c'est une tante, mais je ne me souviens plus très bien. Voilà, c'est une photo extraordinaire parce que l'expéditeur est Davidovitch. Oui, c'est ça. L'expéditeur, c'est Davidovitch dans le 20e à Paris. Que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Donc, en tout cas, j'ai eu la photo, et ça c'était très émouvant de voir ça. Alors là c'est un cousin, Michel Gouzvortsek, vous voyez à l'extrême gauche, qui s'est engagé dans l'armée, qui a été d'ailleurs jusqu'en Espagne, que j'ai bien connu après. Qui vivait mon père, et qui était attardé avec mon père à Pithiviers. Alors, tous les deux étaient donc attardés, mais Michel a proposé à mon père de vouloir s'évader. Mon père a refusé, je ne sais pas pourquoi, et lui a réussi à traverser la France, s'est évadé, et ça est sorti, et je l'ai très très bien connu, bien entendu. Voilà. Suivant. Alors, à Pithiviers, on fabriquait pour passer le temps, ils fabriquaient des petits objets en bois, comme que vous voyez ici. Vous voyez, c'est des coups de papier pour occuper leur temps. Et j'ai donc vu ces articles, j'ai des amis qui me les ont montrés. C'était un passe-temps et ça leur permettait d'avoir une vie un peu plus agréable. La photo d'avant. Prends la parole. Vas-y. Oui, excusez-moi, sur la photo d'avant, vous avez encore rien. Parle plus fort. Sur la photo d'avant, vous avez juste à côté de mon beau-père un monsieur qui s'appelle Bron. Oui. Son prénom. Et donc ils sont devenus très amis.
Et c'est grâce à cette photo que nous avons pu retrouver sa fille, et ce qui est devenu une grande amie. Et c'est elle par la suite qui a pu, à l'aide de Cercile, faire publier le livre que mon mari a écrit. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai oublié un petit détail, mais vu mon âge, il y a beaucoup de trucs de mémoire, effectivement. Donc, c'est pas cette... Racontez et nous on passe les choses. Bon, d'accord, ok. Alors, ça, c'est le porte-plume. Je sais plus où j'en suis. Est-ce que c'était sur le site? C'est pas quel numéro c'était? Oui, Ah, voilà, numéro 16. Oui. J'ai des petits trous. Là, j'ai appliqué là. Voilà, c'est bon. Allez-y. Il s'agit d'une lettre remise par l'assistance publique pour décrire que l'enfant était placé, et c'est des appréciations de l'assistance publique. Ah oui, Voilà, vous voyez, la mère est juive polonaise, propose d'envoyer une enquêteuse pour savoir si elle a la possibilité de reprendre l'enfant. Mais malheureusement, elle ne s'est pas présentée, et là, ils ont tout compris qu'elle avait été déportée. Je pense que c'est pareil. Oui, c'est ça, c'est la discussion. C'est ça. Enquête pour la réflexion des renseignements généraux. C'est bien, Madame Kassochtan-Maxeman Toba, puisqu'elle n'était pas mariée. On suppose qu'elle était bonne. Au départ, mon mari pensait que sa naissance était l'histoire d'une petite aventure, mais grâce à la photo, nous avons pu apprendre qu'il s'était connu en Pologne auparavant, et que grâce à la photo qu'elle lui envoyait à Paris, que donc ils se connaissaient, qu'elle venait le retrouver. Si on n'avait pas reçu cette petite photo avec la petite dédicace derrière, nous aurions pensé que c'était l'histoire d'une petite amourette, c'est ça. Et là, on a su que pas négligeable pour mon époux de savoir que quand même ses parents s'étaient aimés vraiment. Ils s'étaient connus en Pologne. Donc voilà. Dans la main. C'est la même. C'est toujours des courriers entre l'échange entre l'assistance publique et voilà. Oui, parce que comme j'ai... Oui, la 21, c'est la... Alors là, c'est le cahier, le registre de l'hôpital. Qui s'inquiète du silence de la mère car elle ne répond plus. Oui, forcément. Donc, oui, comme j'étais confié, la mère ne m'a plus le voir, l'assistance publique s'inquiète de son silence. Non, mais là, c'est l'hôpital. Non, mais là, il y a un décalage. Racontez votre histoire, Charles. Laissez. Non, mais moi, je me battais sur mes photos, donc c'est un peu compliqué. Comme je ne les vois pas. Donc, bon. Là, c'est la même. Non, vous revenez avant, là, c'est ça qui est aussi. Vous revenir avant. Voilà. Là, oui, parce que l'hôtel Dieu, vous avez séjourné ma mère après avoir été opérée. Oui, parce que ma mère, sur le conseil de sa sœur, s'est fait opérer de l'assistance de l'appendicite pour ne pas justement être, comment dirais-je, emmené à Auschwitz. Donc, les Allemands ont curieusement respecté cette chose-là, mais ils l'ont toujours suivi. Donc, elle s'est fait opérer à l'hôpital d'une appendicite, une fausse appendicite en fait. Ils l'ont opérée, et donc l'appendicite, vous savez, ça dure un mois. Donc ils ont attendu, les renseignements généraux ont attendu un mois pile pour venir la chercher. Et au bout d'un mois, ils sont venus la chercher. Voilà. Officiel de 30 jours, la 3e section des renseignements généraux est venue m'arrêter et envoyer à Drancy.
30 septembre 1942, elle partait pour Auschwitz dans le combat 39. On ne sait pas si elle a décédé, si elle était décédée dans le train ou à Auschwitz, parce que de toute façon, quand elle sortait de l'hôpital, elle devait être très faible, et donc on a eu, à partir de ce moment-là, on n'a plus aucune nouvelle. Voilà, donc après la 24, ça c'est une photo récente que j'ai prise, mais qu'on a lors d'un voyage à Auschwitz, c'est un petit clin d'œil triste. Voilà, ça c'est l'entrée du camp d'Auschwitz avec l'ancienne gare, où les trains amenaient et déportés. Voilà, c'est ça, l'entrée. Voilà, ici. Il travaille en libre, on vous apprend rien, ce qui est marqué. Alors, là, c'est le guidage le tri définitif, c'est la 26, c'est l'arrivée à Auschwitz avec le tri définitif des gens. On passe, 27, voilà. Oui, c'est ça. Bon, là, ça, c'est les chaillis intérieurs des chambres de déportés. Après, 28. Alors là, vous avez un carnet qui est quand même extraordinaire. Où est-ce qu'on avait vu ce carnet? Le carnet qu'on a reçu grâce au châssis qu'on a trouvé, c'est la seule fois où on peut trouver le carnet écrit au crayon de ligne par les Allemands et le registre qu'ils tenaient tous les jours. C'était la comme ils avaient, qu'on appelle ça et c'est la première fois qu'on trouvait ce carnet. Ils avaient un contrôle de la... Ils avaient un contrôle Ils avaient des contrôles, on va dire, et donc ils marquaient, à chaque fois qu'ils allaient assassiner quelqu'un, ils marquaient une maladie, pour montrer qu'ils sont morts naturellement. Charles, est-ce que vous pouvez nous répondre à la question? Vous avez mis une flèche à un numéro. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire la correspondance entre le nom d'un membre de votre famille qui s'appelle Wasserstein et le numéro 78 42 684? C'est le CERCIL qui m'a aidé à travailler. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est grâce à l'aide du CERCIL, qui était à Orléans, qui a retravaillé tout mon dossier et qui m'a donné toutes les indications. C'est pour moi qu'ils les ai trouvés seuls. Ils ont fait un travail extraordinaire, des gens fabuleux, avec qui je suis toujours d'ailleurs en contact, et qui ont fait un très très gros travail sur mon dossier. Puisque c'est eux en fait qui m'ont aidé à écrire mon livre. Alors après, là, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le... La plaque commémorative. Une plaque commémorative. On passe. Alors, alors là, c'est récent, mais parce que nous avons fait un voyage, et vous avez ici Châtillon-sur-Cher, c'est l'endroit où j'ai été en nourrice pendant la guerre. Et voilà. Bon, ça c'est une photo que j'ai prise qui n'a rien à voir avec moi, mais c'est pour montrer que j'étais habillé comme ça, quand j'étais enfant cœur, pendant tous ces jours chez ma nourrice. Et donc, la nourrice, alors vous voyez, nous avons fait un voyage également, où j'ai retrouvé, par le petit-fils de ma nourrice, j'ai retrouvé une photo que j'ai prise de ma nourrice. Voilà, donc j'ai été gardé par cette femme-là, et j'allais à la messe dans cet équipement-là, c'est-à-dire en tant qu'enfant de cœur. Charles, sous quel nom étiez-vous à Châtillon? Alors j'étais sous le nom de ma nourrice, qui s'appelait Gabrielle. Je portais absolument pas mon nom. Le nom de famille, c'était Gabriel. Alors là... Mais comment on vous appelait quand on vous interpellait? Vous étiez Charles? Charles. Charles. Le prénom, je l'ai gardé, mais le Gabriel, c'était, je pense, le nom de ma nourrice. Alors, je l'ai demandé à son petit-fils, qui me dit non. Alors, vous savez, là... C'était son prénom, madame. Peut-être que c'était son prénom. Et donc, on l'a fait Gabriel, je me suis appelé Gabriel. Oui, parce qu'à l'assistance publique, il ne donne pas les vrais noms. Donc, pour placer les enfants, il donne les noms des prénoms des personnes qui les gardent. Il est certain que je ne connaissais pas mon nom tout le moment à cette époque-là, absolument pas. Par contre, j'étais allé équiper comme ça. Pour celle-ci, cette photo, c'est quoi ça?
les recherches que vous avez effectuées par la suite, le genre de renseignements. Une des cousines de mon mari était la secrétaire de mon cousine c'est ça. La cousine de ma mère. Ma mère était secrétaire de Léon Blum, à l'époque, en 1947-48, je crois. Il était pas le Premier ministre, je sais pas. Il est ancien président du Conseil en 1947, c'est ça. Il était directeur du journal Le Populaire. Et c'est grâce à son intermédiaire qu'on a pu... On a donc adressé... Et le faire sortir de l'assistance publique. On a adressé une lettre à Léon Blum, qui lui-même a adressé une lettre à l'assistance publique pour la remise à mon oncle et ma tante. Et on a tous les documents. Voilà, vous avez tous les documents. Ça, c'est... voilà. Et ça, c'est la... Attendez, c'est quel numéro, ça? Qu'est-ce que c'est comme numéro? Détachez-vous du texte et racontez... Charles, soyez gentil. Détachez-vous du texte et racontez au public ce que vous voulez leur raconter. Ça, c'est quoi aussi? C'est ça? Vous avez la fille de ma nourrice avec... Qu'est-ce qu'elle a marqué là? Ça, c'est la fille de ma nourrice, comme quoi j'étais remis à mon oncle et les dates d'arrivée de départ de mon séjour. Tout ça. Tout ça, voilà. Et là, vous avez... Attendez, Notre-Dame va un petit peu reprendre la suite. Vas-y. Voilà, alors là, c'est donc mon mari a été récupéré par un de ses oncles, le mari de sa femme, le mari de sa tante, la sœur de sa maman. Et ils sont venus le chercher, donc, entre-temps, j'ai oublié de dire qu'il a changé 2 fois de nourrice et qu'il était affolé parce que c'était un petit garçon qui ne recevait pas d'amour. Et il était affolé. Et lorsque ce monsieur s'est présenté avec un de ses fils pour le récupérer, il ne voulait pas partir. Il s'est réfugié dans les jupes de sa nourrice parce qu'il ne voulait pas partir une 3e fois. Donc, il est quand même parti. Et lorsqu'il est arrivé chez son oncle et sa tante, qui avaient déjà 3 garçons, il a vu cette photo sur un meuble. Et sa tante lui a dit, ben voilà, c'est ta maman. Donc, il était très content. Ça y est, il est photo. Non, attends, faut que je reprenne. Suivant. Bon, en fait, quand mon oncle est venu me chercher, il est arrivé chez ma nourrice, me donne une certaine petite somme pour la dédommager, et il m'a dit, je suis ton père. Bon, alors, chose extraordinaire, enfin, j'avais retrouvé mes parents. Là. Donc, je suis arrivé à Paris, j'avais un atelier de chaussures, les gens m'ont... J'étais habillé avec la tenue de l'assistance publique, la petite pèlerine, tout le monde me traitait de pecno à l'époque. Et puis, j'ai commencé à vivre avec mon oncle et ma tante, et sur une commode, il y avait la fameuse photo que vous avez vue tout à l'heure. Moi, je pensais que ma vie d'orphelin était terminée. Donc, ça y est, j'avais une nouvelle vie. Puis je voyais cette photo et je demande à ma tante, qui est cette personne? Et comme elle avait une psychologie très rudimentaire, on va dire, elle me dit, c'est ta mère. Alors, imaginez-vous ce qui peut se passer dans un enfant qui pensait avoir retrouvé sa famille et qui de nouveau redevient orphelin. Et là, ça a été, je pense que ça a été le choc le plus psychologique le plus important. Parce que je pensais que j'allais redevenir un enfant comme les autres, et du jour au lendemain, je me retrouve, comment dire, en tant qu'orphelin, quand même, quelqu'un qui est un petit peu exclu. Qu'on le veuille ou non, on n'a plus de famille, on n'a plus personne, et on est que recueilli, on ne fait plus partie de la famille. Et ça a été, je pense, le plus... Bon, ma tante n'avait pas beaucoup de psychologie, elle avait déjà eu la gentillesse de me recueillir,
mais elle ne s'est pas rendue compte qu'à ce moment-là, le choc a été, je crois que c'est un des chocs les plus importants. Parce que là, il a fallu faire avec. J'avais quelque chose en moi de définitif. Je savais que définitivement, je restais un orphelin. Alors qu'au départ, je pensais avoir retrouvé. Bon, j'ai retrouvé de la famille, mais ce n'était pas mes parents. Voilà, ça c'est. Ça m'a toujours marqué. Alors, Vous aviez quel âge? Il est arrivé J'avais à 7 ans. 7 ans, 7 ans et demi. Il est arrivé donc, dans cette famille fin décembre et le 2 janvier, il le mettait, il le plaçait. Exactement. Alors, il le plaçait dans un collège. Encore en plus de cela, comme à l'époque ça se faisait beaucoup, on envoyait les enfants dans des maisons, c'est pas un collège, des pensions ou Un internat. un internat, c'est le mot. Et on envoyait les enfants à l'internat. Donc elle avait déjà envoyé ses propres enfants et elle m'a mis donc avec. Je me suis donc retrouvé avec mon cousin, un cousin et moi. Au départ, il y avait l'autre qui était aussi avec au départ. Et donc je me suis retrouvé de nouveau enfermé. Alors pour moi, ça a été le drame intégral. C'est-à-dire que je venais de retrouver de la famille, mais je me suis retrouvé encore exclu. J'étais toujours l'enfant qui était, comment dirais-je, à part. Voilà. Et donc la maison, c'était pas oublié, c'était, enfin, pour moi, ça a été un calvaire. J'étais l'enfant le plus indiscipliné de tous. Comme j'étais indiscipliné, évidemment, j'étais toujours puni. Donc ce qui a augmenté encore mon drame. Ainsi va la vie. Et là, on revoit la photo de sa tante. Alors là, c'est une des premières photos avec ma famille, ma nouvelle famille. Vous voyez avec la petite fille à Verplage et avec les cousins et la tante. Et là, bon, on reprend une vie à peu près. Ce sont les seules vacances qu'il a passées avec son oncle et sa tante, parce qu'il est toujours resté consigné à l'internat. C'était un enfant tellement indiscipliné, il était puni sur punition. J'ai toujours été indiscipliné. C'était des vacances qui étaient supprimées. Donc, ce qui fait qu'il a vécu entre l'âge de 0 jusqu'en Maurice jusqu'à 7 ans. Et de 7 ans, il était repris dans un internat jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Voilà, à peu près. 11 ans, à Brunois, oui, 11 ans. Jusqu'à 11 ans. Jusqu'à 11 ans. Donc je suis resté de 4-5 ans dans la pension de en réalité, de sa naissance jusqu'à 11 ans, il n'a jamais connu un amour maternel, un amour paternel. Pratiquement pas. Pratiquement pas. Il a fallu que j'attende mon mariage. Où là, j'ai reçu tout l'amour que je voulais. Ah ben, je suis pas quelqu'un de facile, c'est clair. Vous n'avez aucun repère de père ou de mère, et c'était très difficile. Il y a d'autres photos? Ah. Ça c'est quoi? Alors j'ai eu, voilà, j'étais à l'école à Brunois, l'école complémentaire, et j'ai eu mon brevet de... Enfin, j'ai eu un diplôme. Prix d'honneur. Prix d'honneur, mesdames et messieurs. Et là, vous avez un beau petit couple. Voilà, le mariage, on s'est marié à la synagogue libérale de Copernic. Là, malheureusement, c'est pas notre mariage. Hein. C'était pas du tout, c'est les mêmes conditions. Là, c'est un mariage d'une petite nièce avec donc ses parents, son oncle et sa tante, et ses 3 cousins germains. Bah, oui, j'ai voulu mettre cette photo dans mon diaporama pour montrer la famille complète avec lesquelles je vivais avant. Voilà. Donc, et là, eh bien, on a repris les traditions familiales. Ça, c'était ça. Voilà, c'était ça, avec les cousins. N'étant pas de religion catholique, étant de religion catholique, je me suis adapté. Nous nous sommes mariés à la synagogue de Copernic, la synagogue libérale de Copernic. Une de cette synagogue à peu près qui permet des mariages avec des gens d'origine différente. Mais comme j'étais à la synagogue de rue Copernic, la synagogue de Copernic n'est pas reconnue par le consistoire, mais nos enfants ont dû se convertir pour être vraiment... Ils sont tous convertis. Ma fille et mon fils.
Voilà. Et vous avez un très beau couple. Accueilli, et j'ai toujours porté mon nom. Parce que souvent on demandait en fait à changer. Enfin, ils ne voulaient pas, au cas où la Gestapo vient, qu'il y ait des noms typiquement juifs. Je demande pourquoi le Oui, mais là, c'était c'est ça, pas la guerre possible. 47. Madame, s'il vous plaît. Ah, non, mais alors, attendez, pendant la guerre, je ne portais pas mon nom. Je portais les noms de mes nourrices. Par exemple, ma première nourrice, je m'appelais Gabrielle, à l'école. Il y avait de ce côté-là, il n'y avait pas d'équivoque, on ne pouvait pas savoir. Donc elle m'a protégé également par le nom. Je ne m'appelais pas, j'ai jamais appris, mon nom je l'ai appris que plus tard. D'ailleurs, je ne savais pas l'écrire au début. C'était trop compliqué pour moi. Donc, au départ, je vais aller à l'école sous le nom de Gabriel, Charles Gabriel. Voilà. C'est ce qui m'a protégé d'ailleurs. Alors, on a prévu de donner la parole à Laurence Lotz-Linard. Je ne sais pas où elle s'est installée. Où êtes-vous, Laurence? Voilà, donc il est prévu qu'on vous donne la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Vous m'avez conviée à assister, je vous en remercie. Donc moi je suis professeure d'histoire-géographie au lycée Adrien Zeller à Bouxwiller. Je travaille sur les victimes de la Shoah liées à notre lycée depuis 2015. Et donc nous avons la présence du musée judéo-alsacien sur Bouxwiller. Et donc j'ai surtout travaillé, je travaille depuis 2015 avec mes élèves. Je suis allée 3 fois à Auschwitz dans le voyage d'études dont a parlé la vice-présidente en introduction ce matin. Et donc ces recherches m'ont conduite en fait à aller beaucoup plus loin que ce que je pensais au départ. Travail purement scolaire, je me suis engagée finalement dans un travail de transmission de mémoire qui aujourd'hui s'est finalisé par un ouvrage que vous trouverez sur les tables, voilà, Kadish pour un prof. Il est arrivé vendredi, hein, voilà, donc c'est ce travail de mémoire qui est devenu réalité, mais mes élèves deviennent des ambassadeurs de la mémoire. Nous sommes en train de finaliser la numérisation des documents relatifs aux élèves juifs entre 1919 et 1940. Ce sera prochainement, on met un peu de temps, hein, c'est un peu long de manipuler les archives, mais ce sera accessible sur le site du lycée et toutes les familles juives qui cherchent des documents pourront avoir accès à ces documents. Et dans nos recherches, finalement, de ces élèves, dans l'ensemble de ce registre, entre guillemets, on est obligé de faire des registres, j'en suis un peu désolée, nous apprenons l'histoire locale de l'Alsace. C'est un moyen d'entrée pour mes élèves avec une colonne de confession. Donc forcément, nous avons pu identifier les élèves israélites. Et parmi ces élèves, donc Kadish pour un prof, un professeur, Maurice Bloch, qui a été déporté, qui était professeur de lettres, qui a été déporté par convoi 62, et des élèves, des parents d'élèves. Et parmi ces élèves, nous avons des élèves qui ont été déportés à Auschwitz. Nous avons des élèves qui ont été résistants, passeurs ou tués dans un char la première armée. Et puis nous avons aussi d'autres destins, on va dire, plus heureux. Et c'est pour ça que je m'inscris dans votre colloque avec Gilbert Weil, qui est le fondateur du musée judéo-alsacien de Bouxwiller et qui a été élève du collège de garçons à l'époque. Qui a été élève juste avant la guerre, qui a été expulsé avec sa famille le 14 juillet 1940, au moment où le Judenrein se met en place. Ils vont se retrouver dans des camions, ils passent par Schirmeck, ils vont arriver au niveau de la ligne de débarcation. Les camions allemands les débarquent, les laissent en pleine campagne, entre guillemets. Ils vont se retrouver, on va dire, dans la banlieue de Lons-le-Saunier, puisque les Juifs de Bouxwiller sont allés plutôt vers le Jura, le Doubs. Et il
il allait rentrer en 6e quand ils ont été expulsés. Il va intégrer le lycée de Lons-le-Saunier, mais pas tout de suite, parce que voilà, il faut les examens d'entrée, c'est un petit peu compliqué. Et puis, ils sont évidemment là tranquilles, entre guillemets, je dirais, jusqu'en novembre 1942, au moment où la ligne de démarcation disparaît. Et donc, les rafles, la pression se précisent, et le proviseur du lycée de Lons-le-Saunier lui demande de dire à ses parents de venir. Et ce proviseur va proposer à ses parents que Gilbert reste dans l'établissement. Donc c'est un autre parcours complètement différent, et donc il va rester caché dans le lycée, alors caché entre guillemets, puisqu'en fait il va en cours, et il y a beaucoup de fils de miliciens dans sa classe, et en même temps il ne rentre pas aux vacances, il ne rentre pas aux grandes vacances. Il se retrouve tout seul en fait dans cet établissement, protégé par le proviseur. Il y a un surveillant entre guillemets, voilà, qui n'a pas le droit de lui parler. Il arrive à avoir à manger, et donc il va rester dans ces conditions jusque juin 1944, où ça commence à être un petit peu la débâcle pour les Allemands face au débarquement. Et donc là, Gilbert est complètement isolé de sa famille, il est tout seul dans cet établissement. Imaginez quand même de rester, alors c'est un parcours et des destins différents bien sûr, et ils vont repartir donc en juin 1944, lui il ne veut absolument pas, parce qu'il veut passer ses examens, il veut avoir les prix d'honneur, parce qu'il avait tous les prix d'honneur, et il me l'a transmis, j'ai discuté avec lui à l'été 2019, il est né en 1929, et il voulait contrer les nazis en montrant que les juifs pouvaient l'excellence et contrer le dégénéré, vous savez ce titre qui est utilisé par les nazis. Et donc lui il voulait pas rentrer à Auxerre parce qu'il voulait avoir ses prix d'honneur, il ne voulait pas les rater. Et ils reviennent à Bouxwiller, avec des péripéties. Et au moment où ils arrivent, son père va vers une des maisons, là c'était un café, il toque au volet, et là tout de suite la réponse, l'attitude qu'il m'a donnée, c'était ah, vous êtes là en gros, vous êtes revenu, mais c'est pas moi, je suis pas nazi, c'est pas moi. Mais en tout cas, aucune question en disant qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous êtes devenu. Ils vont se réinstaller à Bouxwiller. Leur logement a été occupé par une sorte de garde nazi qui n'était pas méchant, qui était un peu le gardien, le garde champêtre, on va dire, entre guillemets, du quartier. Il ne restait évidemment quasiment rien dans leur appartement, un seul chandelier de Shabbat, et sa maman dans les autres appartements, elle cherchait un petit peu des affaires, en toquant chez une voisine, s'aperçoit qu'elle avait son linge de maison, elle le voyait dans l'autre appartement, et donc Gilbert va réintégrer le lycée à son retour. Il le quittera de nouveau en 1947, et la particularité finalement de Gilbert Baille, c'est que il n'a pas diffusé, il n'a pas transmis, il n'a pas beaucoup parlé. J'ai eu la chance, on l'avait invité en 2015, il nous avait fait un témoignage oral, puis ensuite j'ai rediscuté avec lui, mais lui il a témoigné par les dessins. Donc pendant cette période où ils étaient dans la banlieue de Lons-le-Saunier, il avait réussi à s'acheter du papier, des pastels, il faisait de la peinture, alors il vendait ses peintures contre de la farine. Donc ça permettait à la famille de se nourrir. Et donc il a eu un cahier, un cahier de dessin comme on avait à l'école il y a très longtemps. Et donc il a transcrit en fait ses souvenirs par des dessins.
Ces dessins sont présents, sont conservés au musée judéo-alsacien, et donc avec l'accord du musée, j'en ai publié certains, et donc là c'est aussi innovation. Voilà, ils ne sont jamais sortis. Ils ont commencé à réapparaître avec l'exposition virtuelle que vous connaissez peut-être, Destinée juive, port d'attache pour d'exil, qui est réalisée en collaboration avec différents musées, notamment le musée alsacien de Strasbourg. Et donc là, en effet, je pense que par rapport à ce qui a été évoqué déjà, la difficulté pour nous qui faisons des recherches, c'est les mémoires qui sont oubliées. Et c'est vraiment très très important qu'on puisse, pour les derniers témoins, qu'il puisse y avoir des témoignages, de pouvoir transmettre aux générations suivantes. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas en tant qu'enseignant. Alors non pas pour ne pas faire, parce que je crois que l'actualité ne montre que ça ne marche pas, mais pour ne pas oublier. Voilà, donc moi c'est ma démarche. Je continue à travailler avec les élèves, il y a encore beaucoup de travail. Et ce travail il est aussi prolongé, puisque je fais partie de l'association Stop Portemé 67. Et donc nous avons posé des pavés le 4 juillet 2021, enfin, à Bouzevillers et à Hennevillers. Et ceux qui ont été posés à Bouzevillers ont été quasiment financés par un groupe de mes élèves qui avaient participé au travail de mémoire. Et j'ai encore du pain sur la planche. Donc là, je suis en train de terminer avec des terminales. Je vais aller à Auschwitz normalement au mois de mai. Voilà, on fait plein d'activités. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce matin, parce qu'on a tendance à faire pas mal d'activités sur les cours, en dehors. Donc on a un parcours un peu, qui est compliqué, enfin, qui est très intéressant pour les élèves. Mais voilà, les enlever encore ce matin, c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je crois que voilà, c'est ce qu'on peut faire, notre modeste tâche de transmettre. Après, on verra ce qu'il en reste, mais on espère en tout cas, moi je le vois, je terminerai là-dessus, au retour de mes élèves. J'ai commencé en 2015 avec des premiers raids. Je vois quand même sur la durée que les élèves, peut-être pas tous évidemment, mais voilà, sont quand même sensibles face aux événements contemporains qu'ils côtoient. Donc on peut supposer qu'on agit quand même pour un petit groupe, un petit nombre peut-être, et que tout ce qu'on peut contribuer, voilà, ça s'associe pour essayer peut-être de vivre dans un monde en humanité. Je dis à mes élèves que je n'enseignerai jamais la paix. Voilà, je terminerai là-dessus. Tous les jours, travail de mémoire, travail de recherche, et qui sont venus ici aujourd'hui. Et j'ai encore une question pour Charles de la part de Francine Merron. Que je connais bien. Francine. Je t'écoute. Ça marche? Non, ça marche pas. Charles, vous trouvez ça votre... C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, vas-y. Bon, d'abord je voulais vous poser une question à tous les deux, à Charles et à son épouse. Le fait d'avoir une histoire, bon, je suis psychiatre, alors je suis toujours déformée, j'écoute les choses avec une déformation, à savoir que le fait que vous ayez passé cette vie-là d'enfance, vous avez raconté que vous avez eu 2 fils, il me semble. Un fils et une fille, qui ont eu des petits-enfants. Comment ça s'est transmis, cette histoire, avec tous les blancs? Parce qu'il y avait plein de trous dans votre histoire, puisque vous l'avez appris tardivement. Et comment vous avez construit vos enfants à partir de tous ces trous? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ils en font de tout ça, eux? Micro. Oui, vaste question. Écoutez, pour ce qui est de ma fille et de mon fils, je pense qu'ils ont pris conscience de ce que leur père a subi. Et puis, alors de là, la transmission aux petits-enfants. Bon, il y a une chose qui est très réconfortante, c'est qu'un de mes petits-fils, le Méné, dans son école, il va dans une école juive, et on lui a fait passer justement mon histoire. Ce qui a été pour lui quelque chose de très intense. Connaissance. Voilà. Donc de ce côté-là, il y a vraiment une transmission. Et je pense que dans la famille, il y a vraiment de la transmission. Voilà. Alors, je voulais garder un peu la parole parce que j'ai oublié de vous communiquer que grâce au CERFIL, on a publié un livre sur mon histoire qui est extrêmement bien documenté, avec énormément de photos, avec toute mon histoire, très bien écrite également.
et qui a beaucoup de succès. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? On le trouve au Cercy et puis dans les écoles. À chaque fois que je vais dans les écoles où je fais des témoignages, eh bien, ils ont mon livre. Pas de problème. Et puis j'en amène également. Voilà. Mais c'est une transmission de votre histoire, mais c'est aussi la transmission de l'histoire de vos enfants. Évidemment, c'est ça. Il fallait absolument faire une transmission. Ça, c'est très important. Surtout par les temps qui courent. Je pense qu'on a un rôle très important à jouer. Voilà. Et donc, là, vous avez vraiment un vrai témoignage et surtout un très beau travail du Cercy. Je voulais apporter une aparté, c'est que mes enfants sont nés aux dates de naissance des dates de leurs grands-parents. C'est-à-dire que ma fille est née à 3 jours d'intervalle par rapport à la date de son grand-père, et mon fils est né à 3 jours d'intervalle à la date avec sa grand-mère. Et ça, c'est quand même quelque chose. Ils ont tous voulu devenir juifs et vraiment continuer les traditions. Mais mon fils est très très pratiquant. Ses 2 fils vont dans une école juive et ma fille pareil. Donc ma fille s'est mariée en Israël. Enfin donc de mon côté j'ai fait tout pour que ça la continuité.